Cette histoire raconte le destin d'une jeune fille qui a pris une décision qui a tout changé, et la suite vous surprendra. Anna ne s'était jamais imaginée en danger. Prudente, discrète et presque invisible, comme le sont souvent les adolescents qui pensent être à l'abri des regards, elle respectait les règles quand elles étaient importantes, évitait les risques évidents et pensait que les vrais crimes étaient le fait des autres. Des gens plus bruyants, plus imprudents, ceux qui semblaient d'être coupables avant même d'être accusés. Anna se croyait différente, et cette conviction fut sa première erreur. Sa vie suivait un schéma routinier et prévisible: l'école la journée, un travail à temps partiel le soir, de longs trajets à pied pour rentrer chez elle, écouteurs sur les oreilles, à faire défiler son téléphone sans fin avant de dormir. Rien de dramatique, rien de dangereux, une vie où chaque jour semblait banal et sans danger. Elle avait des amis, mais pas le genre d'amis qui l'entraînaient dans le chaos. Elle avait des projets, même si aucun ne lui semblait urgent. Surtout, elle avait confiance dans la technologie, dans les systèmes, dans l'idée que si l'on ne faisait rien de mal ne pouvait nous arriver. La nuit où tout a commencé ressemblait trait pour trait à toutes les autres. Aucune tension dans l'air, aucun signe avant-coureur, juste un message lui demandant un petit service. Une connaissance, pas une amie proche, mais suffisamment familière, lui demandait si elle pouvait commander une course via une application de covoiturage. Son téléphone était déchargé, disait-elle, juste un petit trajet en ville, rien d'illégal, rien de suspect. Anna hésita un instant, mais cette hésitation lui parut inutile. Les gens partageaient leur compte tout le temps. C'était courant, normal, sans danger. Elle commanda la course, la voiture arriva, prit le passager et disparut dans les rues de la ville. Anna regarda l'application se mettre à jour, l'itinéraire, puis la fin du trajet. Le paiement fut effectué, la nuit reprit son cours. Elle l'oublia presque aussitôt, le classant parmi ces petits moments insignifiants, un service rendu, un problème résolu. La vie continuait. Ce qu'Anna ignorait, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que la voiture qu'elle avait commandée avait déjà été signalée. Quelques heures avant sa demande, ce même véhicule avait été impliqué dans un incident grave, un incident violent, un incident qui avait déjà déclenché une enquête. Des caméras avaient relevé les plaques d'immatriculation, des horodatages avaient été enregistrés, les itinéraires avaient été analysés. Et lorsque la piste s'est estompée, les enquêteurs ont fait ce qu'ils font toujours, ils ont suivi les données. Les données sont indifférentes aux intentions, qu'elles ne tiennent pas compte du contexte, elles ne savent pas se b. Que signifie juste aider. Les données ne montrent que les actions, comptes utilisés, téléphones connectés, localisation confirmée. Et là, discrètement inscrit dans un registre numérique, figurait le nom d'Anna. Les jours passèrent avant qu'elle ne remarque quoi que ce soit d'anormal, puis vint le premier signe étrange, une notification de l'application lui demandant de confirmer une activité inhabituelle. Elle l'ignora, les applications en envoyaient constamment. Puis un courriel, puis un compte bloqué. Chaque avertissement était agaçant, mais sans gravité. Elle supposa qu'il s'agissait d'un bug, un problème technique, quelque chose que le service client réglerait, puis on frappa à sa porte. Les policiers qui se tenaient là ne ressemblaient pas à ceux des films, pas d'éclairage dramatique, pas de cris, pas de chaos immédiat, juste des voix calmes, des visages neutres et des questions qui, au début, paraissaient déroutantes plutôt qu'effrayantes. Ils l'interrogèrent sur son téléphone, sur l'application, sur la course commandée un soir précis, à une heure précise. Anna répondit honnêtement, persuadée que son honnêteté la protégerait. Mais l'honnêteté n'effaça pas le problème, elle l'aggrava, car du point de vue de l'enquête, Anna n'était pas une simple passante, elle n'était pas là pour aider, elle était la titulaire du compte, l'identité vérifiée, la signature numérique qui reliait un acte criminel à une personne réelle. Et une fois ce lien établi, il ne disparaît pas facilement. Quand Anna comprit enfin que quelque chose clochait, il était déjà trop tard pour donner des explications. Des appareils avaient été saisis, des dépositions avaient été recueillies. Sa vie quotidienne s'est effondrée, rythmée par les entretiens, la paperasse et les nuits blanches. Hantée par une question lancinante, comment une chose si insignifiante avait-elle pu prendre une telle ampleur? Elle était toujours persuadée qu'il y avait eu une erreur, elle était toujours convaincue que l'affaire serait vite réglée. Après tout, elle n'avait rien fait de mal, elle n'était même pas dans la voiture. Mais le système ne demandait pas qui était assis à l'arrière, il demandait à qui appartenait la personne qui avait ouvert la portière, et Anna allait bientôt découvrir ce que l'on ressent lorsqu'une décision anodine devient le premier pas vers un univers insoupçonné. Les jours qui ont suivi ce moment se sont confondus dans sa mémoire, se fondant en une longue période d'angoisse et d'incrédulité. Elle allait toujours à l'école, elle allait toujours au travail, de l'extérieur rien n'avait changé, mais intérieurement tout semblait instable, comme si le sol allait se dérober sous ses pieds à tout instant. Son téléphone avait disparu, scellé dans un sac à preuves en plastique.
quelque part hors de sa vue. Sans ce sac, le temps s'écoulait différemment, plus lentement, plus lourdement. Chaque heure semblait porter son lot de conséquences imprévisibles. Au début, elle crut que la logique la sauverait. La vérité était simple, elle avait commandé une course, quelqu'un d'autre l'avait utilisée et elle n'y était pour rien. Cette clarté lui procurait un étrange sentiment de calme. Elle repassait les faits en boucle dans sa tête, les rangeant soigneusement, persuadée qu'une fois les enquêteurs d'eux-mêmes, le problème disparaîtrait. Elle ne comprenait pas encore que les enquêtes ne se basent pas uniquement sur la clarté, elles se basent sur des schémas, des probabilités et la pression. Les questions fusaient, pas toutes en même temps, mais régulièrement, comme des gouttes d'eau dans un verre. Où était-elle ce soir-là? Qui avait commandé la course? Les connaissait-elle bien? Avait-elle déjà raconté son histoire? Connaissait-elle les règles du service qu'elle utilisait? Prise individuellement, chaque question semblait inoffensive. Ensemble, elles formaient une image qui lui déplaisait, une image qui pointait vers la responsabilité et non vers l'innocence. Anna commença à remarquer comment le langage autour d'elle changeait. Les policiers ne disaient plus erreur, mais infraction. Ils ne disaient plus service, mais utilisation non autorisée. Des mots auxquels elle n'avait jamais pensé auparavant prenaient soudain plus d'importance que ses intentions. Chaque explication qu'elle donnait semblait soulever de nouvelles questions. Chaque tentative de simplification ne faisait que compliquer les choses. La nuit, son sommeil devenait léger et fragmenté. Elle rêvait d'itinéraires sur une carte, de voitures qui ne s'arrêtaient jamais, de notifications qu'elle ne pouvait pas ouvrir. Elle se réveillait, le cœur battant la chamade, cherchant instinctivement son téléphone qui n'était plus là. Le silence régnait dans la pièce où régnait auparavant le bruit incessant des appareils numériques. Dans ce silence, la peur grandissait. Ses parents essayaient de la rassurer, mais même leur voix trahissait leur incertitude. Ils la croyaient, mais la croire n'était pas synonyme de protection. Ils parlaient d'avocat, de procédure, d'attente. L'attente devint le pire. Attendre, c'était imaginer le pire. Attendre, c'était se demander quelles informations étaient recueillies pendant qu'elle restait immobile. L'attente lui fit comprendre pour la première fois à quel point on pouvait se sentir impuissant sans avoir rien fait de mal intentionnellement. La personne qui lui avait demandé de la conduire cessa de répondre. Ses messages restèrent sans réponse. Ses appels aboutirent directement sur sa messagerie vocale. Anna se disait qu'il devait y avoir une raison, mais ce silence lui semblait délibéré. Elle commença à réaliser à quel point son lien avec cette nuit-là était fragile. Une simple demande, un simple clic sur un écran, une trace numérique qui ne menait nulle part ailleurs qu'à elle. Quand on lui expliqua enfin les accusations, elles lui parurent irréelles. Elles semblaient venir d'une autre vie. Des termes comme facilitation, négligence et aide par voie numérique flottaient dans l'air lourd et abstrait. Anna peinait à les relier à son propre vécu. Elle n'était pas une criminelle, elle n'était pas imprudente, elle était prudente, responsable, normale, et pourtant la voilà assise en face de gens qui la considéraient comme un maillon d'une chaîne qui avait déjà causé des dégâts. Dehors, le monde continuait de tourner, les bus arrivaient à l'heure, ses amis riaient dans les couloirs, les réseaux sociaux continuaient de fonctionner sans elle. Intérieurement, Anna se sentait suspendue, comme si elle attendait un verdict qui déciderait si son ancienne vie existait encore. Elle commença à comprendre que le système ne mesurait pas les cœurs, mais les actes, et l'acte qu'il observait était clair. Son compte, son téléphone, son autorisation, la prise de conscience ne la frappa pas d'un coup, elle s'insinua lentement, s'installant dans sa poitrine avec un poids silencieux et terrifiant. Cela n'allait pas disparaître de sitôt, ce n'était pas un simple malentendu, c'était quelque chose qui pourrait la poursuivre, la définir et bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur la sécurité et la justice. Et entre une nouvelle nuit blanche et un nouveau message sans réponse, Anna sentit quelque chose se briser en elle, pas de panique, pas de larmes, quelque chose de plus froid, la certitude que l'innocence ne protège pas toujours, surtout quand la technologie se souvient de tout et que la clémence n'est pas prise en compte par l'algorithme. Elle ignorait encore jusqu'où cela irait. Au fond d'elle-même, elle croyait encore que ça ne pouvait pas mal finir, mais le chemin se rétrécissait déjà et bientôt il serait impossible de faire marche arrière. La première fois qu'Anna entendit le mot « tribunal », il lui parut irréel. Il sonnait lointain, formel, comme quelque chose qui appartenait à la vie des autres, à des criminels, des adultes, des gens qui avaient commis des erreurs manifestes et délibérées. Pas elle. Pourtant, la convocation arriva, imprimée sur du papier rigide, rédigée dans un langage plus froid que tout ce qu'elle avait connu. Aucun reproche, aucune colère, juste une certitude, des dates, des heures, des attentes. En entrant pour la première fois au palais de justice, Anna se sentit plus petite que jamais. Le bâtiment était silencieux d'une manière qui n'avait rien de paisible. Chaque son résonnait, des pas, des portes qui claquaient, des voix qui portaient. Elle était allée trop loin. Elle remarqua des détails qui lui avaient toujours échappé, des détecteurs
détecteurs de métaux, des caméras, dans les coins, des panneaux d'avertissement. Tout là dans ce lieu suggérait la permanence. Ce qui se passait ici restait ici, assise près de son avocat. Elle écoutait son nom être prononcé à haute voix, associé à des mots qu'elle peinait encore à intégrer à sa vie. Les accusations n'avaient rien de dramatique, pas de langage sensationnaliste, ce qui les rendait d'autant plus graves. Elles étaient procédurales, techniques, fondées uniquement sur des enregistrements, des horodatages et des conditions d'utilisation qu'elle n'avait jamais lues. On ne lui reprochait pas d'avoir planifié quoi que ce soit. On lui reprochait de l'avoir permis, d'avoir manqué à son devoir de responsabilité avec un accès qu'elle contrôlait. Anna voulait interrompre, expliquer une fois de plus à quel point cela lui avait paru anodin, à quel point c'était courant, qu'elle n'avait jamais imaginé de telles conséquences. Mais le tribunal ne s'intéressait pas à l'imagination, il s'intéressait à la responsabilité. Son avocat parla d'intention, de contexte, de proportionnalité. L'accusation parla de précédent, de responsabilité, de la façon dont les systèmes dysfonctionnent lorsque les règles sont bafouées. Les deux parties semblaient calmes, professionnelle, détachée. Ce détachement la terrifiait. Au fil de la procédure, Anna prit conscience de la rapidité avec laquelle sa vie pouvait se rétrécir. Son emploi du temps se résumait désormais à des réunions, de la paperasse et des restrictions qu'elle ne comprenait pleinement qu'une fois imposées. Voyager devint compliqué, travailler devint pénible. L'administration scolaire commença à poser des questions indiscrètes. On ne la regardait plus de la même façon, non pas avec hostilité mais avec méfiance, comme si quelque chose en elle avait changé, même si au fond elle se sentait exactement la même. L'attente se prolongeait, mais elle pesait désormais lourd. Chaque délai engendrait davantage d'incertitude. Chaque report était comme une porte qui se referme lentement au lieu de claquer. La nuit, Anna restait éveillée, songeant à la facilité avec laquelle tout avait basculé, non pas à cause d'une mauvaise décision, mais à cause d'une décision anodine. Une décision qu'elle n'avait même pas jugé bon de retenir. Lorsque le juge évoqua enfin les issues possibles, l'atmosphère sembla se figer, mise à l'épreuve, amende, travaux d'intérêt général, et puis presque nonchalamment, le mot garde. Il ne fut pas mis en avant, il n'y eut aucune emphase, c'était simplement mentionné parmi les possibilités, comme la météo dans un bulletin météo. L'idée a immédiatement obsédé Anna. La détention signifiait des barreaux, des verrous, perdre le contrôle du temps, perdre son intimité, ne plus pouvoir quitter une pièce quand la peur devenait insupportable. Elle a essayé de s'imaginer dans ce monde, en vain, l'image ne se formait pas, elle lui semblait incompatible avec qui elle était, avec qui elle avait toujours été. Mais la compatibilité importait peu, seule la procédure comptait. Les dernières semaines avant le prononcé du verdict furent les pires, non pas parce qu'il s'était passé quelque chose, mais parce qu'il ne s'était rien passé. La vie s'était arrêtée, l'avenir en suspens. Anna a réalisé à quel point son identité était devenue fragile, avec quelle facilité la confiance s'était muée en doute. Elle repassait sans cesse cette nuit-là, cherchant un scénario où elle aurait dit non, où elle aurait ignoré le message, où la batterie de son téléphone se serait déchargée. Aucun de ces scénarios n'avait plus d'importance. Le jour du prononcé du verdict, Anna n'a pas pleuré. Elle était anesthésiée, comme si des semaines d'attente l'avaient été vidées de toute émotion. Le juge prit la parole avec précaution, reconnaissant son absence de mauvaises intentions, sa coopération et son casier judiciaire vierge. Puis vint la conséquence, limitée, mesurée, réelle. Ce n'était pas le pire des scénarios, mais c'était tout de même une peine. Alors qu'on l'emmenait au centre d'enregistrement, Anna réalisa enfin la réalité. Ce n'était pas une simple frayeur, ce n'était pas une leçon apprise puis oubliée. C'était une punition, non pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle avait permis. Le système avait fixé une limite et elle l'avait franchie sans même s'en rendre compte. Les portes se refermèrent derrière elle dans un bruit qu'elle n'oublierait jamais. Et à cet instant, Anna comprit quelque chose qu'aucun avertissement, aucun règlement, aucune condition d'utilisation ne lui avait jamais clairement indiqué. On n'a pas besoin de commettre un crime pour perdre sa liberté. Parfois, il suffit de faire confiance à quelqu'un d'autre. Les premiers jours en prison lui parurent irréels. Ils avaient l'impression d'être dans un rêve mal construit où tout semblait légèrement décalé, les couleurs trop ternes, l'air trop lourd, le silence trop pesant. Le temps ne s'écoulait plus comme avant. Les minutes s'étiraient, les heures paraissaient interminables. Sans téléphone, sans contact avec le monde extérieur, les journées perdirent leur structure presque instantanément. Matin, après-midi, soir, tout se confondait en une attente perpétuelle. La procédure d'admission la dépouilla de son individualité plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Ses effets personnels furent confisqués sans ménagement. Ses vêtements furent échangés contre des tenues standardisées,
conçu pour ne convenir à personne en particulier. Son nom fut remplacé par un numéro qui la suivrait dans les formalités administratives et les appels. Personne n'était cruel, mais personne n'était bienveillant non plus. L'efficacité opprimait surtout. Anna comprit que la bienveillance n'avait pas sa place. Dans ce système, seule la neutralité existait. Sa cellule était petite, plus froide qu'elle ne l'avait imaginé. L'immeuble résonnait de bruits incessants, des portes qui s'ouvraient et se fermaient, des voix lointaines, des pas qui résonnaient dans les couloirs à toute heure. Même dans le silence, l'immeuble semblait vivant, comme s'il l'observait. Dormir était difficile. Le lit était inconfortable, la lumière ne s'éteignait jamais complètement et son esprit refusait de se reposer. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, la même image revenait, l'écran de son téléphone s'allumant, une simple requête apparaissant, son doigt appuyant sur confirmer. Les gens autour d'elle étaient différents de tous ceux qu'elle avait connus, certains bruyants, d'autres réservés, certains se déplaçant avec une assurance qui découlait de la familiarité des lieux. Anna se sentit immédiatement déplacée. Elle ne savait pas comment s'asseoir, comment parler, ni quand se taire. Chaque interaction était soumise à des règles invisibles qu'elle n'avait pas encore apprises. Elle devint hyper consciente de ses mouvements, de son ton, de ses expressions, craignant qu'un seul faux pas ne fasse empirer les choses. La peur ne se manifestait pas par la panique, mais que c'était une tension constante, latente, une sensation qui ne la quittait jamais. Elle a vite compris que la tension pouvait être dangereuse, mais que l'invisibilité n'était pas une protection non plus. Des gardes surveillaient tout. Des caméras captaient ce que les yeux ne voyaient ça pas. Il n'y avait aucun moment d'intimité, aucun véritable isolement, aucune échappatoire au regard des autres. Anna avait toujours cru que l'intimité allait de soi. Ici, elle n'existait pas. Ce qui la blessait le plus, ce n'était pas la souffrance physique, c'était la perte de son identité. Dehors, elle était étudiante, employée, fille, amie. Dehors, elle n'était plus qu'une personne qui avait franchi une limite, intentionnellement ou non, peu importait. Elle écoutait les autres parler de leurs affaires, de leurs erreurs, de leurs regrets. Certains étaient en colère, d'autres étaient insensibles, d'autres encore en plaisantaient pour se défendre. Anna n'avait l'impression d'appartenir à aucune catégorie. Elle se sentait déplacée, comme si elle avait erré dans un monde conçu pour des conséquences qu'elle n'aurait jamais imaginées. Les nuits étaient les plus difficiles. C'est alors que les souvenirs affluaient, le bruit de sa chambre, la liberté de sortir, la simplicité de choisir quoi manger, où aller, quand dormir. Des choses auxquelles elle n'avait jamais accordé de valeur auparavant lui semblaient désormais incroyablement lointaines. Elle se demandait combien de personnes à l'extérieur croyaient encore, comme elle autrefois, qu'il suffisait de ne pas avoir d'ennui. Que ne rien faire de mal garantissait la sécurité. Entre ces murs, cette croyance lui paraissait naïve. Anna commença à comprendre que la punition n'était pas toujours une question d'intention, c'était une question d'exemple, de rappeler aux gens que les systèmes exigent le respect, même lorsque les règles semblent invisibles. Elle était devenue un instrument de ce rappel. Un cas anodin, une infraction technique, une leçon dissimulée sous une procédure. Cette prise de conscience ne lui apporta aucun réconfort, elle lui apporta la clarté. Elle n'était pas là parce qu'elle était mauvaise, elle était là parce qu'elle était négligente, et la négligence, elle le comprenait maintenant, pouvait coûter aussi cher que la cruauté. Les jours passant, Anna cessa de compter le temps comme avant. Elle le comptait en moments de silence, en repas, en appels. Le monde extérieur s'estompa, remplacé par des routines qu'elle n'avait jamais choisies. Et au plus profond d'elle-même, une nouvelle peur commençait à naître. Non pas celle d'être enfermée, mais celle de ce que cet endroit pourrait lui prendre avant même qu'elle ne puisse le quitter. Car survivre était une chose, mais revenir inchangé lui semblait impossible. Quand Anna cessa enfin de sursauter au bruit des portes métalliques, quelque chose en elle avait déjà changé, ce n'était ni de la force, ni de l'acceptation, c'était de l'adaptation, cette capacité silencieuse et troublante à fonctionner dans un lieu où elle n'aurait jamais imaginé survivre. L'esprit humain, apprit-elle, se plie plus vite que l'orgueil ne l'admet, ses journées s'installèrent dans la répétition, se réveiller, se lever pour le décompte, manger sans goûter, attendre, s'asseoir, écouter, attendre encore. Chaque action obéissait à un ordre verbal ou implicite. Le choix avait été remplacé par l'obéissance, et le plus étrange était la rapidité avec laquelle cela était devenu la norme. Ce qui lui paraissait insupportable était désormais une routine, et cette prise de conscience l'effrayait plus que les barreaux eux-mêmes. Elle commença à observer les gens différemment, non pas comme des étrangers, mais comme des reflets. Chacun avait une histoire qui avait commencé modestement, une décision prise sur un coup de tête, un moment où l'on s'était dit « ce n'est pas grave ». Anna remarqua une constante, presque personne ne se sentait à sa place.
Chacun s'accrochait à une image de soi, une identité qui existait en dehors de ces murs, et pourtant ils étaient tous là. Un après-midi, pendant une courte pause supervisée, Anna surprit une conversation qui la marqua profondément. Deux femmes parlaient à voix basse de leurs affaires, non pas avec colère, mais avec épuisement. L'une d'elles dit quelque chose de simple, presque insouciant: « Je n'ai rien fait de grave, je n'ai juste pas réfléchi. » L'autre acquiesça sans lever les yeux, aucun jugement, aucune surprise. Cette phrase résonna dans la tête d'Anna pendant des heures. Elle repassa en revue son propre moment, la demande de covoiturage, le compte emprunté, la facilité, aucun signal d'alarme, aucun sentiment de danger, juste la rapidité, la facilité, la confiance dans la technologie. Elle réalisa alors à quel point la vie moderne l'avait conditionnée, agir sans se poser de questions. Les applications promettaient la sécurité, les systèmes promettaient la protection, la responsabilité semblait externalisée, distribuée, diluée. Mais ici, la responsabilité était terriblement concentrée. Tard dans la nuit, allongée, éveillée sous la lumière artificielle, Anna commença à comprendre la profondeur du châtiment. Il ne s'agissait pas seulement de temps volé à sa vie, il s'agissait d'une perspective à jamais altérée. Elle ne considérerait plus jamais un petit service comme inoffensif, plus jamais elle ne supposerait que la distance équivalait à l'innocence, plus jamais elle ne croirait que l'ignorance offrait un refuge. Elle pensa à ses parents, à la façon dont il devait expliquer son absence à la famille, aux collègues, aux voisins, aux regards, au silence, aux formulations soigneusement choisies. Elle pensa aux futurs entretiens, aux vérifications d'antécédents, aux candidatures qui poseraient des questions auxquelles elle ne pourrait plus échapper. Cet endroit n'était pas temporaire, il vous suivrait partout. Le poids de cette connaissance s'intensifiait chaque jour. Un matin, lors d'une ronde de routine, un gardien examina son dossier plus longtemps que d'habitude. Il ne dit rien, il passa à autre chose, mais ce silence était lourd de sens. Anna comprit qu'elle était devenue un dossier. Une donnée, un numéro de dossier lié à un incident qu'elle ne pouvait effacer. Le monde extérieur la verrait non pas comme la fille qui avait commis une erreur, mais comme l'erreur elle-même. Et pourtant, un événement inattendu survint en même temps que cette peur. Elle commença à ressentir à nouveau la responsabilité, une responsabilité réelle, pas celle, abstraite, qu'elle avait connue auparavant, la responsabilité d'attirer l'attention, celle des questions posées au trop tard, celle des suppositions qu'elle ne ferait plus jamais. C'était douloureux, mais cela l'ancrait dans la réalité. La douleur aiguisa sa conscience d'une manière que le confort n'avait jamais su faire. Anna n'apprenait pas à survivre en prison, elle apprenait la fragilité de la liberté, et le plus terrifiant n'était pas la facilité avec laquelle elle l'avait perdue, c'était la facilité avec laquelle elle aurait pu la perdre à nouveau si cela ne s'était pas produit. Les jours se transformèrent en semaines et une vérité s'imposa. Cet endroit lui enseignait une leçon qu'elle porterait à jamais. Non par la violence, non par la cruauté, mais par l'exposition aux conséquences dénuées de tout drame imposé par la procédure, la routine et l'indifférence. Et au fond d'elle, Anna savait que le pire était à venir, pas une autre peine, pas une autre accusation, mais le moment où elle franchirait la porte et réaliserait que le monde ne la voyait plus de la même façon, car la liberté, une fois brisée, ne revient jamais intacte. Le jour où Anna est sortie, elle n'a pas ressenti la liberté, pas de libération spectaculaire, pas de sentiment de victoire, pas de ce souffle de soulagement qu'elle avait imaginé lors de ces nuits blanches. L'air extérieur lui paraissait plus raréfié, presque irréel, comme si le monde avait continué à tourner pendant qu'elle était comme figée et qu'elle y retournait maintenant, désynchronisée. Le portail se referma derrière elle avec un bruit qu'elle n'oublierait jamais. Pas fort, pas violent, juste définitif. Son téléphone lui semblait étrange dans la main, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Des notifications inondèrent l'écran, messages manqués, mots de passe expirés, rappels automatiques pour une vie qui avait continué sans elle. C'était accablant, d'une manière silencieuse, comme se retrouver au milieu d'une foule où personne ne remarque votre présence. Ses parents se tenaient à quelques pas, ils souriaient, mais leur visage exprimait davantage l'épuisement que le soulagement. Ils la serrèrent délicatement dans leurs bras comme si elle était de verre fragile. Anna comprit alors que même ceux qui l'aimaient le plus ne la reconnaissaient plus vraiment. Elle non plus. Le trajet du retour se déroula dans un silence pesant. Les rues familières lui semblaient étrangères, comme des copies de lieux autrefois connus. Chaque vitrine reflétait une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait pas, plus âgée, plus discrète, plus tranchante. Elle espérait sans cesse que quelque chose redevienne normal. En vain. À la maison, tout était exactement à sa place. Paradoxalement, cela ne faisait qu'empirer les choses. Sa chambre, intacte, ses vêtements, toujours soigneusement rangés, sa vie préservée comme une pièce de musée, le contraste entre ce calme et le chaos rigide qu'elle venait de quitter lui serrait la poitrine. Cette nuit-là, Anna ne parvint pas à dormir, non pas à cause du bruit, mais à cause du vide. Le silence lui paraissait trop pesant, trop vulnérable. Elle se surprenait à compter les heures sans s'en rendre compte, attendant des instructions qui ne venaient jamais. La liberté exigeait des décisions et elle avait oublié comment en prendre. Les jours passèrent,
heures, puis les semaines. La réalité commença à la rattraper par petites touches, comme une piqûre de rappel, des candidatures d'emploi brutalement rejetées dès l'annonce des vérifications d'antécédents, des conversations dont le ton changeait lorsqu'on apprenait où elle avait été, des invitations qui cessèrent d'arriver sans explication. Personne ne disait rien ouvertement, mais la distance s'installait naturellement, sans effort. Elle comprit à quelle vitesse une étiquette pouvait remplacer une personne. Le pire n'était pas la confrontation, mais l'absence, des amis qui répondaient plus lentement, des employeurs qui ne répondaient jamais, des opportunités qui s'évaporaient indiscrètement. Anna réalisa que la punition ne s'arrêtait pas avec la libération, elle changeait simplement de forme. Un après-midi, elle ouvrit enfin l'application de covoiturage. Elle ouvrit de nouveau l'application, ses mains tremblaient tandis qu'elle faisait défiler ses anciens trajets, figés dans le temps. Ce seul trajet était toujours là, banal, indiscernable de dizaines d'autres, aucun avertissement, aucun signe, juste un enregistrement numérique du moment où tout a commencé à s'effondrer. Elle ferma l'application et la supprima. Pour la première fois depuis sa sortie de prison, elle pleura, non pas de peur, mais de lucidité. Elle comprenait enfin que l'erreur elle-même avait été minime, presque imperceptible. Mais le système se moquait des intentions. Ce qui comptait, c'était le lien, la proximité, l'épreuve, et elle avait été liée, lentement, douloureusement. Anna commença à se reconstruire, non pas son ancienne vie, elle savait qu'elle était révolue, mais quelque chose de plus paisible, de plus réfléchi. Elle choisissait ses mots avec soin, ses actions encore plus. La confiance n'allait plus de soi, le pardon non plus. Elle commença à moins parler et à plus écouter, à observer avec quelle facilité les gens écartaient les risques qu'ils pensaient ne pas les concerner. Combien de fois ils disaient « ça ne pourrait jamais m'arriver ». Elle ne les interrompait jamais, parce qu'elle savait quelque chose qu'ils ignoraient, que la prison ne naît pas toujours de mauvaises intentions, parfois elle naît de la facilité, et la véritable peine ne s'achève pas à l'ouverture de la porte, elle commence lorsqu'on réalise que le monde se souvient de ce qu'on voudrait oublier. Anna avança malgré tout, changée, marquée et douloureusement consciente, car une fois qu'on a compris à quel point la liberté peut disparaître facilement, on ne vit plus jamais insouciant. Anna sentait le poids du monde qu'elle avait quitté peser plus lourd chaque jour, même hors des murs, le sentiment d'enfermement persistait. Chaque regard, chaque décision, chaque trace numérique lui rappelait qu'une seule erreur pouvait la poursuivre à jamais. Elle commença à remarquer comment les gens évitaient son regard, comment les employeurs dissimulaient leurs doutes derrière des sourires polis, comment des amis qu'elle croyait loyaux prenaient peu à peu leur distance, comme si une barrière invisible s'était dressée entre eux. Cette barrière n'était pas physique et pourtant elle lui paraissait plus tranchante que n'importe quel mur de prison qu'elle ait jamais affronté. Chaque matin, elle se réveillait avec une angoisse sourde, comme si le monde entier pouvait la juger à chaque instant. Elle s'efforçait d'être irréprochable, lisant attentivement chaque message, réfléchissant à 2 fois avant de répondre, analysant le moindre geste, mais plus elle tentait d'être prudente, plus elle se sentait vulnérable. Cette minuscule erreur, commander une course pour quelqu'un d'autre, avait pris des proportions démesurées, devenant une ombre qui ne la quitterait jamais. Un mélange de colère et de honte grandissait en elle. Elle comprenait qu'elle n'avait pas été une criminelle au sens strict du terme, et pourtant le monde l'avait marquée autrement. Chaque coup de fil, chaque vérification, chaque formulaire rempli lui rappelait avec quelle facilité on pouvait être entraîné dans des conséquences qui ne sont pas entièrement les siennes. Dans ces moments de solitude, Anna repassait sans cesse cette nuit-là. Pourquoi avait-elle accepté? Pourquoi avait-elle fait confiance? Pourquoi un simple geste était-il devenu un maillon de la chaîne qui avait fait s'écrouler sa vie? Mais la tension qui la rongeait n'était pas seulement destructrice, elle était aussi instructive. Elle commença à percevoir la vie sous l'angle de la responsabilité, comprenant la frontière ténue entre sécurité et danger, entre innocence et complicité involontaire. Tout lui paraissait risqué désormais et elle le ressentait intensément. Chaque choix, chaque habitude était scrutée à la loupe. La moindre négligence pouvait lui être reprochée, même des années plus tard. Lentement, elle comprit que la véritable liberté ne résidait pas dans l'espace physique. Il ne s'agissait pas de s'affranchir des murs d'une prison. La liberté, c'était la capacité d'agir en pleine conscience, sachant que même le plus petit geste pouvait avoir des conséquences profondes. Elle était devenue un exemple de prudence, un rappel constant de la rapidité avec laquelle une vie pouvait basculer à cause d'une simple décision. Un soir, en contemplant les lumières de la ville par la fenêtre, elle vit la vie reprendre son cours comme si de rien n'était. Les gens bougeaient, les voitures passaient, les lumières clignotaient. Le contraste entre leur normalité et sa réalité lui pesait sur la poitrine. Elle ressentit tout le poids de son erreur, non pas la peur du châtiment, mais la certitude que sa vie avait été irrémédiablement bouleversée. Une certitude silencieuse s'installa en elle,
elle, le passé est irréversible, il n'y a pas de solution miracle. Chaque action de cette nuit-là avait des conséquences qui la poursuivraient à jamais. Anna savait qu'elle ne verrait plus jamais la liberté de la même façon. Une petite erreur l'avait marquée à jamais et cette marque resterait gravée en elle, influençant chacun de ses choix, chacun de ses pas. La première fois qu'Anna sortit seule, elle n'eut pas ce sentiment de liberté. Pas de célébration, pas de profond soulagement. L'air lui-même semblait différent, plus raréfié, presque irréel, comme si le monde avait continué d'avancer tandis qu'elle était restée figée dans le temps. Tout lui paraissait familier et pourtant étrangement étranger. Les rues qu'elle connaissait si bien lui semblaient un labyrinthe d'opportunités et de risques, chaque coin recelant un danger potentiel. Le portail se referma derrière elle avec un clic définitif qu'elle n'oublierait jamais. Ni bruyant ni violent, juste définitif. Reprendre son téléphone lui parut étrange. Notification, l'écran était inondé de notifications. Appel manqué. Mots de passe expirés, rappels automatiques d'une vie qui avait continué sans elle. Ce déluge était accablant, comme se tenir au milieu d'une foule qui ne la voyait pas. Ses parents attendaient en silence, des sourires forcés, empreints d'épuisement plutôt que de soulagement. Même ceux qui l'aimaient le plus ne la reconnaissaient plus vraiment. Le trajet du retour fut silencieux. Les rues et les bâtiments lui semblaient à la fois familiers et lointains. Chaque reflet dans les vitrines montrait une personne qu'elle reconnaissait à peine, plus âgée, plus silencieuse, les traits plus marqués. Elle s'attendait à se sentir à nouveau normale. Elle ne le fut jamais. Chez elle, tout était exactement comme dans ses souvenirs. Le silence de sa chambre, les meubles inchangés, les vêtements intacts. C'était comme une pièce de musée, témoin de la vie qu'elle avait perdue. Ce silence était plus douloureux que l'enfermement lui-même. Les nuits étaient les plus difficiles. Le silence s'étirait à l'infini et le sommeil lui devenait impossible. La liberté exigeait des choix, mais elle avait oublié comment les faire naturellement. Chaque décision portait désormais le poids des conséquences. Les semaines passèrent et la réalité s'imposa à elle de manière insidieuse mais implacable. Les emplois s'évaporaient après les vérifications d'antécédents, les amis hésitaient, les opportunités disparaissaient discrètement, la punition ne s'arrêtait pas à la prison, elle se transformait simplement. Un soir, Anna vit l'application de covoiturage sur son téléphone et trembla. La course qui avait tout déclenché était là, inchangée, banale et pourtant si lourde de conséquences. Aucun avertissement, aucune trace, juste une trace numérique du moment où sa vie avait basculé. Elle supprima l'application, les larmes finirent par couler, non pas de peur mais de lucidité. L'erreur avait été minime, presque imperceptible, et pourtant le système se moquait des intentions. Seuls les actes, les relations et les preuves comptaient. Peu à peu, elle commença à se reconstruire, non pas son ancienne vie, désormais révolue, mais une existence plus paisible, plus réfléchie. Elle choisissait ses mots avec soin, agissait avec conscience et faisait confiance avec prudence. Elle apprit la dure vérité. La liberté, une fois menacée, ne revient jamais à l'identique. Du haut d'un toit, contemplant la ville, Anna comprit une ultime vérité terriblement troublante. Les conséquences d'une simple erreur ne s'arrêteront pas aux portes de la prison. Elles vous poursuivent, planant sur chacun de vos pas, influençant chacun de vos choix. Et peut-être la réalisation la plus terrifiante de toutes, le monde ne s'enquiert pas des intentions, il ne juge que les actes. Une petite erreur peut tout changer. Et Anna avait pleinement retenu la leçon.